Un vautour qui plane, c'est la mort qui rôde. Nous ne voyons dans les charognards que d'ignobles dépeceurs de cadavres. Sans eux, pourtant, sans leur regard qui porte loin, sans leur goût pour la chair putréfiée, la savane ne serait qu'un immense cloaque. On peut trouver les charognards opportunistes et répugnants. Ils n'en sont pas moins indispensables à l'équilibre écologique des réserves africaines. Le parc du Serengeti, en Tanzanie, paradis des herbivores. 1,5 million de gnous, des centaines de milliers de zèbres et de gazelles. Pour éviter qu'ils ne prolifèrent trop, la nature en élimine un bon nombre chaque année. Ainsi, 30% seulement des jeunes gnous atteignent l'âge d'1 an. Bien sûr, les prédateurs collaborent à cette sélection naturelle, mais ils n'en sont pas les principaux acteurs. Les premières causes de mortalité des ongulés sont les catastrophes naturelles, les épidémies, les infirmités. Tous les habitants de la savane sont tributaires les uns des autres et leurs destins s'entrecroisent sans cesse. Cette image réunit les 3 éléments clés d'un écosystème parfait. L'herbe, le gnou qui vit de l'herbe, le carnivore qui mange le gnou. Il ne manque à ce tableau que le consommateur ultime, le charognard. La plaine du Serengeti est fertile lorsque les pluies l'irriguent. Mais à la saison sèche, fin avril, elle se transforme en désert. Et les gnous sont obligés de migrer vers le nord, vers la réserve kenyane du Masai Mara, où l'eau ne manque jamais. Au milieu de ces plaines herbeuses, la rivière Mara, frontière naturelle entre la Tanzanie et le Kenya. Pour les gnous, le plus dangereux obstacle à franchir avant de parvenir aux prairies verdoyantes. Ce sont les gnous qui, par leur migration annuelle, rythment la vie du Masai Mara. C'est une promesse d'abondance pour les prédateurs et les charognards qui n'ont pas mangé à leur faim depuis des mois. Les vautours installés sur les territoires proches de la rivière Mara espèrent pour très bientôt l'arrivée de cette manne. Vautours de Rupel, vautours africains, vautours oricoux sont solidaires dans l'attente. Inutile qu'ils gaspillent toute leur force à survoler la savane, ils seront avertis par ceux qui patrouillent régulièrement à 300 mètres du sol. Ces vigies sont de précieux informateurs aussi pour les prédateurs et les autres nécrophages. Leur vol indique avec précision l'emplacement des carcasses disponibles. La hyène tachetée, la plus sérieuse concurrente des vautours. C'est sans doute elle la mieux armée pour le métier de charognard. Ses mâchoires peuvent broyer des os d'éléphant, son système digestif lui permet d'ingurgiter n'importe quoi. Et de plus, c'est une excellente chasseresse. Le vautour oricoux ne saurait défier trop longtemps la hyène, même s'il est le plus gros et le plus fort des vautours d'Afrique. Son atout majeur, ce bec extraordinairement puissant, avec lequel il peut arracher des fragments de chair sur les parties les plus coriaces d'un squelette, mais aussi éventrer un cadavre intact, ce dont aucun autre vautour n'est capable. Le problème de ces professionnels du charognage, c'est qu'une dépouille abandonnée n'appartient à personne.
Celui qui la trouve, n'ayant aucun droit sur elle, tout le monde peut prétendre s'en tailler une part. Et les chacals sont parmi les premiers à revendiquer leur dû. Même si la carcasse qu'on est en train de nettoyer n'est plus qu'un squelette, il est prudent de rester sur ses gardes. Voilà 3 mois qu'il n'a pas plu dans les savanes du Masai Mara. Affamés, à bout de force, les carnassiers rôdent, prêts à en découdre avec n'importe qui pour se procurer les reliefs d'un festin. Avec la pénurie des proies vivantes, les lions se retrouvent logés à la même enseigne que le commun des carnivores. Ils doivent se contenter de charognes. Un cadavre de girafe a été repéré par des vautours. Cette troupe de hyènes averties par leur vol se rend à l'endroit indiqué. En période d'abondance, une dépouille aussi desséchée n'intéresserait plus personne. Mais pendant les mois de disette, le moindre rogaton est bon à prendre. Mieux que tout autre amateur de charogne, la hyène connaît l'art d'accaparer les restes, c'est-à-dire de déloger les premiers arrivés. Vautours, chacals et hyènes se font concurrence sans trop de bagarre. Chacun prélève sa part là où il peut, en fonction des outils dont il dispose, bec acéré, dents pointues ou mâchoires broyeuses, si bien qu'au bout du compte, ils auront tous de quoi tromper leur faim. Le peuple des gnous progresse vers la rivière. Bientôt, un bruit sourd se propagera dans le sol, annonçant aux carnivores la fin de leur longue attente, l'approche de la plus grande migration terrestre au monde. L'arrivée des gnous aux abords de la rivière sera confirmée par les guetteurs silencieux. Quelques vautours sont déjà postés aux endroits stratégiques. Ils seront bientôt des centaines. En l'espace de 2 ou 3 jours, une foule impatiente et vorace s'est massée au bord de l'eau. Mais il y a plus féroce, celui que les Maasai surnomment le seigneur du fleuve.
Celui que l'on ne remarque pas tant il sait bien se camoufler, mais qui le moment venu prélèvera un lourd tribut sur la foule traversant son fief. Pour ces crocodiles, la migration des gnous est l'événement de l'année. Eux qui 11 mois sur 12 se contentent de maigres repas, ils vont enfin pouvoir se gaver. Nous sommes fin août. Les gnous marchent depuis 4 mois. Ils sont épuisés, squelettiques, mais presque arrivés au terme de leur voyage. Et l'ennemi est là, qui attend. Franchir la rivière Mara. L'ultime épreuve avant les verts pâturages. Le passage obligé et redoutable vers lequel les gnous se précipitent pourtant, comme s'ils étaient commandés par un seul cerveau qui leur ordonne de ne pas s'attarder. Ils sont déjà plusieurs milliers, massés sur la rive, attendant fiévreusement que les plus téméraires se jettent à l'eau. Sentant venir le moment crucial, vautours africains et vautours de Rupel volent maintenant plus bas. Cette fois, ça y est. Il a suffi que quelques-uns donnent l'exemple. On dirait les gnous programmés pour obéir à ce besoin frénétique de poursuivre leur route. Tant pis pour ceux qui se brisent les reins en sautant des falaises. Il faut aller de l'avant, coûte que coûte. Ils sont exténués par leur longue marche. Et c'est maintenant qu'ils doivent fournir un effort démesuré pour lutter contre le courant. Surtout ne pas dériver, ne pas couler. La sortie est tout aussi périlleuse. Après le passage de centaines de bêtes, les rochers boueux n'offrent plus aucune adhérence. Les retardataires ne sont pas moins désemparés. Ce jeune s'est fait distancer par le troupeau. Incapable de prendre seul la décision de traverser, il rebrousse chemin. Peut-être pourra-t-il se mêler à la prochaine horde et traverser avec elle. Mais dans combien de temps ? Sur l'autre rive, les bêtes estropiées pendant la traversée n'ont aucune chance de survivre. Si elles échappent aux lions et aux hyènes, ce sera pour mourir de faim ou d'épuisement. Les charognards se chargeront de leurs dépouilles. Ils sont là pour ça. Même chose pour les cadavres qui dérivent. Toutefois, pour les vautours et autres nécrophages postés en aval, ce n'est pas la profusion tant espérée. Les victimes de cette traversée ne sont pas très nombreuses et tout le monde reste un peu sur sa faim. Peut-être faut-il patienter encore. Les zèbres du Serengeti sont obligés de fuir eux aussi la sécheresse. Ils gagnent les plaines kenyanes en suivant la même route migratoire. Les zèbres sont beaucoup moins nombreux, 600 000 bêtes au maximum, et surtout moins nerveux, mieux organisés.
Ils choisissent judicieusement leur guet. Même dans la cohue, les liens familiaux priment sur tout le reste. Pendant la traversée, chaque mère surveille étroitement son petit, se tient prête à réagir s'il est en danger. Sur les berges, on attend que cette masse qui déferle comme un fleuve en crue soit passée sur l'autre bord et que le courant fasse la distribution des victimes. Belle aubaine lorsque l'une d'elles vient s'échouer à vos pieds. Seulement voilà, les vautours de Ruppel et les vautours africains sont incapables de dépecer une dépouille intacte. S'il y a un vautour oricou dans les parages, il s'en chargera. Sinon, il faudra attendre un spécialiste de l'équarrissage. Ils sont légion dans la rivière Mara. Prédateur et charognard, le crocodile excelle dans les deux fonctions et comme il détecte l'odeur du sang à des kilomètres, il arrive toujours très vite sur les lieux d'un festin. On croit à tort que le crocodile est un gros mangeur. En fait, son estomac n'est pas plus grand qu'un ballon de basket. Il ne peut ingurgiter que de petites quantités à la fois. Et s'il lui arrive, quand il est rassasié, de cacher des morceaux de chair sous un rocher, ce n'est pas qu'il préfère la viande avariée, mais simplement qu'il prend soin de faire des réserves pour sa prochaine fringale. Mi-septembre. C'est maintenant qu'arrive le gros de la migration des gnous. Un autre troupeau gigantesque est en train de se rassembler près de la rivière. Ils arrivent depuis plusieurs jours par vagues de 1000 ou 2000, sous l'œil toujours aussi intéressé des vautours. Cette fois, les vautours seront largement récompensés de leur attente. On n'a jamais vu une telle multitude sur les berges de la rivière Mara. La situation de ces gnous est désastreuse. Dans les prairies piétinées depuis des jours et des jours, il n'y a plus rien à brouter. Les plus jeunes et les plus faibles s'effondrent et ne peuvent plus se relever. Poussés par la faim, pressés par la foule, ceux des premiers rangs ont sauté.
Le reste de la horde suit, aspiré par cet élan démentiel. Les premiers découvrent déjà le piège fatal. La rive opposée est une falaise abrupte, infranchissable. Combien sont-ils à vouloir passer ce gué? 10 000, 30 000, 50 000? Trop nombreux en tout cas. Rester stable sur ses quatre pattes, surtout ne pas se laisser piétiner. Mais comment maîtriser les mouvements de son propre corps dans un tel chaos? C'est ahurissant. Ce mouvement de foule qui semblait simplement phénoménal et démesuré est en train de tourner à la tragédie. Ils ont enfin trouvé une issue, une seule pour tous. Ce minuscule goulet d'étranglement. Curieusement, les gnous empruntent chaque année des itinéraires différents, sans penser à réutiliser les gués découverts lors de la précédente migration. Celui qu'ils ont pris cette fois est certainement un des plus meurtriers. Peut-on espérer que ce carnage s'imprimera dans la mémoire des survivants ? Le calme revient peu à peu. Impossible d'évaluer le nombre des victimes. Jamais un troupeau de gnous n'a payé aussi cher le droit de passage vers son Eldorado annuel. Quelques dizaines de kilomètres en aval, stupeur des hippopotames devant ce spectacle. Leur rivière est devenue un charnier nauséabond. Chez les vautours, on serait plutôt transporté de joie. Eux, qui, il y a quelques jours encore, se disputaient des carcasses desséchées, les voilà à la tête d'un cheptel de charognes tel qu'ils n'en ont jamais vu.
Cette concentration de cadavres représente un grave danger pour tout l'écosystème du Masai Mara. Une odeur pestilentielle se répand déjà dans les plaines. Il faudrait nettoyer, débarrasser la rivière de ces corps avant qu'elle ne soit complètement polluée. Les vautours ne pourront jamais venir à bout d'une telle tâche, d'autant qu'ils ont toujours le même problème, impossible d'entamer ces dépouilles tant qu'elles n'ont pas été dépecées. Ou alors, il faut attendre qu'elles se décomposent. Encore plus en aval, des centaines de charognes ont littéralement envahi le territoire d'une troupe d'hippopotames. Il y aurait là de quoi réjouir une armée de crocodiles, mais sûrement pas des végétariens qui sont en plus très à cheval sur l'hygiène, à en juger par leur incroyable réaction. Ces cadavres qui polluent leur domaine, les hippopotames vont s'en débarrasser eux-mêmes, sans plus tarder. Une à une, les carcasses sont entassées dans un coin. Pour déplacer ces corps inertes, ils doivent parfois s'y mettre à plusieurs. Une journée. Il leur a fallu une journée entière pour amasser sur la berge ces centaines de gnous. Ils étaient les seuls à pouvoir accomplir cette besogne pour que leur rivière ne devienne pas un dépotoir insalubre. Mais est-ce vraiment la raison pour laquelle ils l'ont fait? On l'ignore. De leur côté, les crocodiles se sont gavés comme jamais. Ils ne peuvent plus que circuler mollement entre les cadavres et les regarder dériver d'un œil blasé. Cette saison restera dans les annales du Masai Mara comme la plus désastreuse pour les gnous et la plus fastueuse pour les charognards. Au cœur de la savane, les hyènes sont en quête d'autres victimes laissées pour compte de la migration, des gnous blessés qui n'ont pu parvenir jusqu'à la rivière. Bêtes assoiffées de sang, maraudeuses féroces et lâches, on a dit le pire sur les hyènes. Pourtant, leur rôle est plus méritoire que méprisable. Elles contribuent plus activement que tout autre prédateur à limiter la prolifération des herbivores puisqu'elles tuent chaque année quantité de bêtes trop vieilles, malades ou infirmes. On parle beaucoup de la voracité des hyènes et de leur goût du sang, pas assez de leur vie sociale remarquablement structurée. Les clans sont régis par le matriarcat, chacun ayant à sa tête une doyenne qui s'allie à ses sœurs et transmet son pouvoir à ses filles. Et puis, il y a cette règle incontournable qui veut que les femelles les mieux placées dans la hiérarchie accèdent en priorité au festin et en reçoivent une plus grande part. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut s'entre-déchirer. Les hyènes disposent de tout un langage de posture et de cris pour faire régner l'ordre pendant la curée.
Les hyènes sont capables d'ingurgiter un tiers de leur propre poids en un seul repas. Si on les laisse faire, tout y passera. Chair, os, tendons et peau. Tout sauf les cornes et les sabots. Cette fois, la patience des vautours est à bout. Ils décident de prendre possession de cette carcasse. Le fin du fin est de parvenir à glisser sa tête jusqu'aux viscères, suprême délice. C'est peine perdue si l'on n'est pas arrivé dans les premiers. Vautours de Rupel et vautours africains sont aussi bien équipés l'un que l'autre. Un bec recourbé pour trancher et déchirer la peau, une langue râpeuse pour arracher la chair. Moyennant quoi, la nourriture disparaît dans leur gosier à une allure stupéfiante. Les vautours sont les nécrophages les plus efficaces dans l'organisation écologique de la savane. Plus performants encore que les hyènes et les chacals à cause de leur nombre. Et aussi parce qu'ils sont les premiers à repérer les charognes et à les atteindre pour une dépense d'énergie minime. Les vautours consomment plus de viande que tous les mammifères carnivores réunis. Cette mêlée est interrompue par une hyène, un jeune mâle solitaire. Les individus qui ont passé l'âge de partager la vie d'un clan ont souvent bien des difficultés à se nourrir et il leur arrive de charger violemment des assemblées de vautours. Il est déconseillé de faire le mariole en présence d'une hyène affamée. Les vautours préfèrent adopter un profil bas. Se bagarrer tout en se goinfrant provoque une surchauffe de l'organisme. Le seul remède est de se tremper dans l'eau, ce qui apaise accessoirement les maux d'estomac. Quant aux gnous sains et saufs, ils ont envahi les plaines du Masai Mara. La pluie se fait toujours attendre. L'herbe est un peu sèche, mais tout de même plus abondante que dans le Serengeti. Tout au long de la rivière, les cadavres sont maintenant en état de décomposition. Les nécrophages peuvent s'atteler à leur besogne.
Les vautours ne peuvent pas festoyer sans batailler. C'est plus fort qu'eux, il faut toujours qu'ils aillent voir si le butin du voisin n'est pas meilleur. Il suffit d'observer les vautours en pleine action pour s'expliquer leur étrange physionomie. Des ailes immenses pour planer en quête de charogne, un corps lourd et stable pour s'agripper à la proie, un bec à tout faire, et ce long cou déplumé, indispensable pour accéder aux entrailles. Contrairement aux apparences, l'accès aux charognes n'est pas complètement anarchique. Il obéit à un règlement simplifié, priorité aux plus forts et aux plus motivés. Les autres sont tenus de faire la queue en attendant leur tour. Quant à ceux qui ont déjà pris leur part, ils digèrent sereinement. Certains sont tellement gavés qu'ils ne peuvent même plus se déplacer. Une seule chose à faire, attendre. Dos au soleil et ailes déployées pour se protéger de la chaleur. En plusieurs points de la rivière, il y a toujours plus de charognes entassées dans les méandres que de charognards venus s'en repaître. Ces petites criques fourmillent de crocodiles qui participent intensivement au nettoyage de la rivière. Et ils ne sont pas de ceux qui mangent du bout des dents. Ce n'est pas la seule voracité qui leur fait arracher ainsi d'un seul coup d'énormes quartiers de viande. Ils ont des canines tranchantes comme des lames de rasoir, parfaites pour l'équarrissage, mais pas pour le broyage. D'où l'obligation pour eux d'avaler ces gros morceaux entiers. Le travail de digestion est laissé au suc gastrique. Ceux des crocodiles sont assez corrosifs pour dissoudre cornes, sabots et crinières. Chez les vautours, la toilette n'est pas un luxe. Pour garder leur aisance en vol, les vautours ont soin de débarrasser leur plumage du sang et des détritus qui les souillent. Rien de plus facile quand on peut prendre un bain. Pendant ce temps, en pleine brousse, les chacals parcourent souvent des kilomètres pour trouver quelque chose de consistant. À partir de 3 mois, les petits sont boulimiques et il faut trimer pour les nourrir. Tout leur est bon. Les proies qu'ils tuent eux-mêmes, les charognes qu'ils trouvent et les à côté, insectes, fruits et même champignons.
En groupe, les chacals peuvent s'attaquer à du gros gibier. Seul, il n'en est pas question. Cette femelle qui a une famille à nourrir saura se contenter d'une proie de seconde main. À en juger par sa détermination, elle a déjà repéré le lieu d'un banquet, probablement en observant un vol de vautours. C'est ici. Cette longue marche a aiguisé son appétit et son audace. Elle n'hésite pas à écarter ses vautours oricoux, pourtant plus costauds qu'elle. Les vautours sont encore sous le coup de l'indignation. Mais ils ne tarderont pas à se rebiffer. Le chacal n'a pas beaucoup de temps devant lui pour se gaver. Les marabouts sont des charognards de second rang. Dominés en nombre et en férocité par les vautours, ils restent toujours à l'écart de la mêlée et se contentent de chaparder de menus morceaux. Dans la savane africaine, le lion, super prédateur, est au sommet de la chaîne alimentaire. En dehors de l'homme, il s'est affranchi de tout ennemi. Sa taille et sa puissance lui valent depuis toujours une suprématie incontestée. Tout grand chasseur qu'il est, il ne voit rien de déshonorant à manger du cadavre. Une charogne trouvée en chemin épargne à la troupe l'effort d'une chasse. Ce qui est agaçant, c'est d'être toujours dérangé. Dès que les vautours commencent à tournoyer au-dessus de vous, c'en est fini de votre tranquillité. Généralement, il est presque aussi éprouvant de se battre pour défendre un cadavre que de capturer une proie vivante. Alors autant abandonner tout de suite. Des gnous morts ou blessés, la savane en est jonchée en ce moment. Le vautour oricoux est soit le premier arrivé sur les cadavres, puisqu'il est le seul de son espèce à pouvoir les entamer, soit au contraire le dernier, car il est aussi spécialisé dans la récupération des parties les plus coriaces, les cartilages et les tendons. Quand les oricoux seront lassés de leur épluchage, ils céderont la place au plus petit des vautours, le percnoptère. Lui, c'est le perfectionniste, le finisseur. Son bec est spécialement conçu pour prélever dans les coins d'une carcasse les minuscules lambeaux de chair qui adhèrent au squelette. On le surnomme le chirurgien de la savane. Il arrive un moment où les carnassiers ne peuvent plus rien tirer d'une carcasse. D'autres genres de nettoyeurs viennent alors parfaire leur travail. Là encore, c'est la ruée, mais dans un autre but. Les mouches cherchent à s'immiscer dans les plus petites anfractuosités de la carcasse, non pour s'en nourrir, mais pour y pondre leurs œufs.
Une charogne en putréfaction est le lieu d'incubation idéal pour les larves. Elles choisissent parfois un cadavre qui n'a pas encore été dépouillé par les grands nettoyeurs. Les larves et les asticots le dévoreront lentement, mais sûrement, jusqu'aux os. Il y a plus efficace encore que les mouches et leurs larves grouillantes. Les fourmis safaris. Des nomades qui sillonnent la savane en transportant sous haute protection leur nourriture, leurs reines et leurs œufs. Une colonie compte plus d'1 million d'individus, de redoutables carnivores, armés de mandibules qui entaillent comme des scalpels la chair et la peau. Impossible de les déloger d'une carcasse qu'elles ont investie. Tous ceux qui s'y risquent, hyènes, chacals ou vautours, sont vite découragés par les violentes morsures de représailles. Emportées par leur ardeur, stimulées par l'émulation de la colonie, elles rendront à la nature un squelette impeccable. Dans les plaines du Masai Mara, la plupart des animaux blessés lors de la migration ont maintenant été éliminés. Avec le temps, le vent, la pluie et le soleil se chargeront de faire disparaître à tout jamais tous ces ossements. Fin octobre, 2 mois ont passé. Des experts ont calculé qu'à eux seuls, les vautours consomment chaque année dans les réserves africaines plusieurs milliers de tonnes de déchets organiques. Ce système de recyclage naturel n'a rien de choquant pour les hommes qui habitent ces savanes. Le peuple Maasai ne croit pas à la vie après la mort. Les dépouilles des défunts sont donc abandonnées aux éléments et aux charognards, comme celles de tous les êtres vivants qui peuplent ce pays. La rivière a retrouvé ses eaux limpides. Les amoncellements de cadavres ont disparu. Seules quelques charognes éparses rappellent le macabre souvenir de la traversée. Coup de chapeau aux vautours et à leurs taciturnes acolytes, les marabouts. À eux tous, ils ont accompli un travail remarquable. L'arrivée de la pluie tant attendue transformera la rivière en un torrent impétueux. Les berges seront lavées par la montée subite des eaux, toujours très spectaculaire. Lorsque les nuages ont fini de se déverser sur les plaines desséchées, tout revient à la vie. C'est le miracle du printemps. Quelques jours suffisent pour que les prairies reverdissent. L'odeur de l'herbe mouillée a remplacé celle de la poussière.
Les gnous resteront ici le temps de se refaire une santé, puis fin novembre, ils rebrousseront chemin pour retourner chez eux dans le Serengeti. Pour ce néophron moine, comme pour ses congénères, ce sera la fin de la période d'abondance. Les troupeaux ont déjà repris la longue marche qui les ramènera dans les plaines de Tanzanie pour la période des naissances. Ainsi, la boucle sera bouclée. Mais auparavant, ils vont devoir franchir à nouveau la frontière, la rivière Mara. Côté tanzanien, les charognards sont déjà prévenus. Jamais leurs victimes n'ont manqué ce rendez-vous. Ils sauront les attendre.